Bonjour, bonjour mes amis. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais j'ai l'impression que ma caméra est très très sombre. Bon, bref, c'est pas grave. Va falloir vraiment que je fasse des investigations pour comprendre. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve régulièrement le mercredi pour vous présenter des personnes lumineuses, des personnes qui œuvrent pour le bien-être de tous et de la planète. Et j'aime aussi partager des témoignages, des histoires qui sont inspirants. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Blanchoin et je suis professeure de yoga, auteure conférencière dans la connaissance de soi, parce que je pense que la connaissance de soi, elle est vraiment indispensable pour se sentir bien dans la vie, pour avoir une meilleure santé, pour avoir une tranquillité intérieure, pour réussir à faire ses choix. Donc vraiment, c'est mon cheval de bataille et j'aime en parler. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver mon site Brin de Sagesse qui vous explique toute mon actualité et tout ce dont j'aime à parler. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui vient témoigner de son parcours. Alors, il s'agit d'Éric. Bonjour Éric. Bonjour Chantal, bonjour à tout le monde. Oui, toi, tu viens aujourd'hui témoigner de ton parcours parce que tu as été dépendant à l'alcool pendant des années et tu as réussi à t'en sortir. Et c'est vraiment, comme tu dis, un parcours du combattant. On doit retrousser ses manches parce qu'en fait, on est tout seul dans ce parcours-là, comme on est tout seul de toute façon dans chaque parcours, puisque de toute façon, si on veut pas, si ça vient pas de nous, personne peut le faire à notre place. Et personne ne peut nous aider si on n'a pas l'élan de se sortir de nos situations difficiles. Donc, je vais te laisser te présenter brièvement et puis on va parler de tout ce qui t'a permis de justement t'en sortir. D'accord. Écoutez, je m'appelle Éric Bouix, j'ai 58 ans. J'habite dans les Pyrénées-Orientales et je suis un auteur amateur, entre autres les témoignages et les romans. J'ai été alcoolique pendant plus d'une quinzaine d'années. Enfin, je dis une quinzaine d'années parce que je compte vraiment la date où j'ai commencé à boire régulièrement, c'est-à-dire vers 24-25 ans, quoi. Donc, je me suis fait soigner vers la quarantaine. Et j'ai réussi à m'en sortir. Voilà, j'ai écrit ces livres parce que je voulais démontrer aux gens que c'était possible. Oui, Voilà. c'est vrai. Voilà. Moi, ça a commencé très jeune. Voilà. Tu m'as envoyé ce livre, je l'ai lu très rapidement avec beaucoup d'appétence parce que c'est très authentique et on sent que tu parles vraiment avec ton cœur. Et pour les personnes qui sont dans cette situation, je trouve que ça peut être intéressant de voir de lire ton témoignage parce que ça prouve qu'on peut s'en sortir et pourtant tu étais vraiment descendu bien bas quand même. Ah oui, oui, j'ai descendu bien bas. Ben, ça a commencé très jeune en voulant, d'abord pour me donner de l'assurance. Je pensais enfin, sur les conseils de certains copains, on me disait, allez, bois un coup, ça va. Bon, ça a commencé comme ça. Et après, peut-être par la suite, ça a commencé vers 18 ans, et puis vers 20 ans, peut-être quand j'ai été souvent confronté à des assistances d'adultes, pour me donner de l'importance, pour faire comme les gens, voilà. Je faisais partie d'un club de sport et souvent les réunions d'après tournoi étaient festives et j'étais le seul à ne pas boire d'alcool. Je trouvais que j'étais ridicule et que j'étais entouré d'hommes, des vrais, quoi, et pour faire comme eux, voilà, je me suis mis à boire l'apéritif et puis c'est devenu régulier. Ce qui était à l'époque, j'aurais pu n'en boire qu'un pour dire tiens, j'ai un verre devant moi. Mais sans doute que j'ai aimé aussi. J'ai aimé. Et puis, ça m'a peut-être désinhibé aussi. Donc, contrairement aux apparences, j'étais très, très, très timide. Donc, pour beaucoup de choses. Donc, surtout pour une carrière d'enseignant que j'entamais, j'ai peut-être voulu aussi me dire, ça va peut-être oui, me désinhiber, donc m'enlever certains complexes, quoi. Voilà. Ouais. Oui, parce que en fait, c'est plutôt ça que tu as apprécié. Parce qu'au départ, tu disais l'alcool, tu n'aimais pas forcément. Mais Ah ça ben non, pas du tout, parce que c'était juste un verre en famille, comme ça, pour les fêtes, ou pour les anniversaires, quoi. Donc, je ne buvais pas l'alcool parce que j'avais envie d'en boire. C'est parce qu'on me proposait une coupe, comme ça, comme on fait dans beaucoup de réunions familiales. Mais c'était pas régulier
et vraiment pas par envie, quoi. C'était pas par envie. Et après, ça te donnait de l'assurance, donc c'est ça, c'est à ça qu'en fait. Disons que le fait que je gagne en assurance et truc, je me suis dit peut-être que si tu en bois, bon. Alors à chaque fois, c'était d'abord l'excuse, voilà, le prétexte, pardon, de dire bon, là je dois affronter ça, bon, je vais boire un coup avant de partir. Ah oui. Voilà. Comme ça, je vais être décontracté, je vais être voilà. Et puis, effectivement, ça le faisait, quoi. Ah oui. Voilà. C'est que j'arrivais là-bas, pas gai, mais j'étais, bon, ça va, il n'y avait pas de problème. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'après, même chez moi, j'habitais chez mes parents, je buvais en cachette. C'est-à-dire que ça m'arrivait de profiter qu'il n'y ait personne pour boire un whisky ou comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. D'accord. Et après, ça t'a posé problème dans ton activité professionnelle d'éducateur sportif, en fait? Oui, complètement, puisque les motivations n'étaient plus les mêmes. Là, à l'époque, j'allais travailler parce que j'aimais ce que je faisais. J'étais éducateur au sport dans la section tennis, donc j'adorais ce sport qui m'avait porté beaucoup de joie. Et j'en portais moi-même parce que j'étais responsable souvent de groupes d'enfants, donc de les voir évoluer, de les voir progresser. J'avais l'impression de faire des choses bien, de faire bien mon métier. Et puis voilà. Et puis après, c'est devenu mon métier, mais pour l'argent. Donc, ce qui me rapportait de l'argent pour pouvoir aller faire la fête après. Ah, d'accord. Voilà. Donc, le tennis par lui-même, la profession d'éducateur est passée, disons, au second degré. C'était ma profession. Elle m'apportait de l'argent, elle m'apportait de la gloire. Il faut dire aussi que j'avais un ego surdimensionné. Hein, j'ai pas peur d'employer le terme parce que c'était le cas. J'étais assez fier de ma personne. C'est vrai que j'ai eu mon diplôme très jeune, j'ai eu du succès très jeune. Donc, on disait déjà, il a à peine 22 ans. Il est bon. Donc, bon, après, c'était pour montrer, il y avait le côté festif, mais après, ça veut dire aussi une fierté bête. Je veux dire, parce que je disais, oh, oui, je peux sortir, mais le lendemain, je suis au boulot. Mais il s'est trouvé que même à la vingtaine, à 22, 23, 24 ans, il y a des matins où bon, je n'étais pas opérationnel. Donc, j'ai commencé à bâcler mes cours, puis les manquer, puis mentir aux gens, puis accumuler les dettes. Voilà, le cercle vicieux, il fait que d'une reconnaissance qui était établie, eh ben voilà, j'ai été complètement dénigré. Oh là là. Voilà. Donc, et ça, je peux dire en l'espace de moins de 2 ans, quand même. D'accord. Donc, parce que tant que ça ne se voyait pas trop, ou que, bon, ça, ce qui s'est vu, c'est que bon, j'étais moins assidu et moins passionné. Et en fait, ton entourage comprenait que c'était l'alcool qui déjà te. En partie. J'ai dit peut-être parce que mon père, qui est décédé maintenant, qui est décédé en 1989, souvent m'alertait sur le fait de savoir faire la différence, de savoir faire la part des choses. Dans le sens où lui a toujours eu des métiers à responsabilité, mais il était un peu fêtard aussi, mais il a toujours su ne pas mélanger les deux. Moi, je me croyais au-dessus du lot, en haut de l'affiche, hein, pour emprunter une phrase d'un célèbre chanteur. Donc, pour moi, je ne risquais rien, je me sentais plus fort que les autres. Ah, ok. Voilà. Donc, et que de boire me donnait de l'assurance, et encore plus. Ce qui était un ingrédient de convivialité est devenu un leurre. En fin de compte, je croyais que boire, ça m'aidait. Parce que je me sentais, mais en fin de compte, j'étais plus moi-même, quoi. Je n'étais plus moi-même. J'étais, voilà, de l'éducateur sympa, attentionné, passionné. J'étais devenu un petit frimeur, quoi. Un petit frimeur que parce qu'on lui avait confié les rênes de certaines choses, on lui avait confié des responsabilités. Je me croyais sincèrement au-dessus du lot. Et
et le pire, c'est qu'indéboulonnable. Oui, voilà, c'est ça, c'est fou. Hein, Voilà. ouais. Et alors, du coup, bah, là, pour le coup, tu as été déboulonné, puisque Oui, tu as été obligé. sévèrement. Et du coup, bah, tu as fait plein de petits boulots après, c'est Oui, ça? oui, voilà, Ouais. oui. Après, Des petits... j'ai plein de travaux manuels que je dénigrais, moi, à l'époque. Ouais. Il fallait pas que j'ai d'ampoule, il fallait pas que j'ai. Voilà, ça allait jusque-là, quoi. La tenue, pas de tâches, pas de. Voilà. Et puis quand je me suis retrouvé ou à m'occuper d'animaux ou à remuer du béton, ou. Bon, je peux vous dire que ça remet les idées en place. Donc Mais, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu eh ben, t'es... disons que bon, j'étais plus dans mon cocon, dans le giron familial, et puis j'étais plus dans mon cocon, je n'avais plus les mêmes moyens financiers. Ouais. Donc la boisson est redevenue secondaire. Ah, C'est-à-dire que ok. je ne buvais que quand j'en avais l'occasion, moi-même financière ou par opportunité ou voilà ou une invitation quelconque. Mais vu les métiers que j'exerçais à l'époque, j'étais pas très souvent invité à des soirées festives parce que les gens étaient aussi démunis que moi, parce D'accord. que de la quasi-richesse dans laquelle opulence, pardon, dans laquelle je vivais, je me suis retrouvé vraiment au ras des pâquerettes, comme on dit. Donc, avoir de quoi m'acheter à manger et me loger. Tu as travaillé dans le bâtiment, tu as travaillé J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé ensuite, j'ai été aussi un peu berger, j'ai été homme à tout faire, si on peut dire, dans une ferme où je faisais faire les devoirs aux enfants de la famille. Bon, j'ai aidé aux travaux ménagers ou aux travaux des champs, voilà, comme ça, jusqu'au jour où j'ai travaillé dans le bâtiment aussi, après pour une société un peu plus importante, jusqu'au jour où j'ai trouvé un boulot dans la restauration. D'accord. Voilà, je suis rentré comme plongeur, comme j'ai pas de diplôme, j'ai appris le métier sur le tas et je suis devenu cuisinier. D'accord. Et là, de nouveau, j'ai eu accès à ce que j'appelle moi la gloire. Donc, porter une veste blanche avec son nom dessus. Voilà de nouveau la gloire et voilà de nouveau l'argent. Et voilà de nouveau le monde autour de soi et l'envie de rebriller. Donc, et là, ça a été encore pire. Ah ouais. Ça a été encore pire parce que je me suis dit, tu t'en es sorti. Tu étais devenu plus rien du tout. Et puis là, de nouveau, et te voilà maintenant, bon, au bout de 2 ans, de nouveau chef de cuisine. D'accord. On parlait en bien de moi, en bien là, voilà. Et finalement, mais quand même, on disait quand même, c'est un très bon cuisinier, mais c'est dommage qu'il soit fêtard. On disait fêtard. On disait pas alcoolique, on disait fêtard. Ouais, d'accord. Je pense que si encore à l'époque j'étais lucide, si on avait prononcé le mot alcoolique, peut-être que ça m'aurait déjà, voilà, oui, parce que moi-même, je traitais de la sorte ceux qui étaient un peu plus fêtards que moi. Ah ouais, Voilà, donc je les traitais de la sorte. et Donc, toi, ça t'effleurait pas? Ça t'effleurait pas que tu étais alcoolique? non, 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 parce qu'on en venait à des jeux bêtes avec les copains dans les cafés, voilà, à boire. Je sais pas, on cachait des verres, on mettait des différents anis dans 6 verres différents. Il fallait découvrir, boire le verre cul sec et découvrir si c'était du Ricard ou du 51 ou du Casanis, ce truc. Et puis moi, comme j'adorais l'anis, j'arrivais à trouver la différence entre les différents verres et j'en ai été fier. Bêtement fier, mais j'en ai été fier. Et puis de pouvoir travailler 12, 14 heures par jour, et puis de pouvoir aller en boîte le soir même, de rentrer à 6 heures du matin, de pouvoir recommencer à 9 heures, j'en ai été fier aussi, parce que je disais, je tiens le coup. Jusqu'au jour où j'ai eu une alerte, bon, j'ai fait un petit malaise, mais j'ai mis ça uniquement sur la fatigue. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, 6 jours sur 7. Et tu avais une vie de famille? C'est quand j'ai commencé, moi j'habitais loin, enfin j'avais perdu mon père en 89, là je parle de ça, oui, c'est 89-90 l'époque. J'avais rencontré Christine, qui m'accompagne encore actuellement, hein, à l'époque. Mais disons qu'on travaillait tous les deux et on se croisait, on faisait que se croiser, quoi. D'accord. Quant à ma famille, était un peu dispersée dans toute la France et à l'étranger. Et ma mère était repartie aussi à l'étranger.
Donc, de famille, bon, il y avait ma compagne et celle de ma compagne, quoi, avec qui je n'avais pas encore autant d'affinité que je l'ai eu par la suite. Donc, j'avais plutôt des copains. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que c'était des bons copains? Bon, maintenant, j'ai toujours dit, je ne rejette pas la faute sur eux. Je dis plutôt que moi, je n'ai pas eu assez de caractère à l'époque pour mettre un holà à cette descente aux enfers, si je pense. En fait, c'était quelque chose. C'était ton objectif de vie, quoi, faire la fête, avoir des copains, quoi. En fait, c'était. Voilà, oui. J'ai toujours été. Il y avait le sport qui rentrait beaucoup, qui prenait beaucoup de place. Donc le sport, et j'avais des copains sportifs aussi. Donc, et qui ne buvaient pas non plus d'alcool comme moi. Disons que moi, j'avais beaucoup de copains dans d'autres sports que celui que je pratiquais, que le tennis. J'avais des judokas, j'avais des footballeurs, mais je pense que dans leur cercle, c'était moins festif que le côté tennis. Je veux pas dire que les tennisman sont tous des poivreaux et des fêtards. Et moi, à l'époque, j'habitais à l'île de la Réunion et je sais que c'est moi, mes collègues n'étaient pas forcément à mon niveau, au niveau de la fête, quoi. Ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, tu as été jusqu'où pour que du coup, tu te rendes compte que là, c'était plus possible? Eh bien, il est arrivé, les années sont passées comme ça, où j'ai continué à travailler, j'ai continué à vivre, vivoter parfois, parce qu'il y a eu des moments pas roses où je n'ai pas gagné très bien ma vie, voire pas du tout même. Et je dois reconnaître, je dois couvrir d'éloges Christine, qui encore m'accompagne après, ça fait plus de 30 ans, qui a tenu le coup, qui a cru à moi. Si j'ai tenu le coup, c'est surtout grâce à elle. Et si je suis arrivé à prendre une décision, c'est grâce à elle aussi. Grâce à elle et à certains membres de ma famille, de son côté, mais que je considère comme ma famille, qui venaient souvent en vacances chez nous et qui, arrivé à un moment, j'étais plus évité qu'invité. Et certains ont eu même le courage de me dire t'es un alcoolo, t'as vu ce que t'es devenu, voilà et tout. Alors moi, je l'ai, tout en reconnaissant qu'ils avaient raison, je les haïssais aussi. J'ai dit pourquoi ils me traitent comme ça? J'ai été gentil avec eux, eux ils sont méchants avec moi. Mais c'est là aussi que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rien faire tout seul. Voilà. Donc, et aussi parce que ma compagne, je dis pas menacée, mais a dit qu'elle finirait par plier bagage, quoi, et voilà, et partir. Et puis, c'est ça qui t'a fait comme un électrochoc? Tu t'es dit là, faut que je fasse ça et ma famille, parce que j'avais plus de lien avec ma famille, enfin du côté de mon côté à moi, quoi. Je voyais plus ma mère, ma sœur non plus. Les autres, quand je leur téléphonais, je mentais. Parce que c'est hallucinant, j'étais devenu mythomane à un point que je pourrais en écrire des romans. Ah oui, tellement ce que je pouvais inventer, c'était hallucinant, quoi. Et donc, ma compagne en a parlé brièvement à notre médecin traitant de l'époque. Et un jour, en consultant, j'ai eu une confrontation avec lui à ce sujet. Et comme j'avais envie de le faire, de me soigner, mais je remettais toujours la chose au lendemain ou dans 15 jours, c'est ce que je lui ai encore répondu ce jour-là. Et il m'a mis devant le fait accompli. Parce qu'en fait, on pense que c'est insurmontable quand on est là dans le. Oui. Moi, je dis, je peux pas. Je reconnais que je suis alcoolique, mais je le disais qu'à moi-même. Il faut arriver à le dire. Je me rappelle très bien cette phrase du psy que j'avais quand j'étais au centre de soins, qui me disait à partir du moment où on l'avoue, où on prononce la phrase « je suis alcoolique », on fait un pas vers la guérison. Ok. Voilà. Parce qu'on est beaucoup. Enfin, on voit bien les gens qui sont dans cette situation-là, c'est le déni, quoi, parce que. Ah oui, tout à fait. Quand on cherche à leur en parler, ils sont dans la fuite, dans le déni, et c'est comme une anguille, on n'arrive plus
à les attraper, quoi. Ah oui, oui, mais moi c'était pareil. Alors du coup, les 2 dernières années surtout, donc je me suis fait soigner en 2014, en 2004, pardon, entre 2002 et 2004, je ne sortais plus du tout de chez moi, ou très très peu. Donc je buvais tout seul. Et je peux dire aux gens qui sont dans cette situation-là que quand on commence à boire tout seul, Ouais. c'est la fin. Ah, ouais. C'est presque on arrive presque au non-retour. Hein. C'est vraiment, moi je dis, c'est le truc butoir, c'est que à se lever et ne vivre que pour ça. Ah, ouais. Et on se néglige au niveau hygiène, au niveau nourriture, ce qui engendre d'autres problèmes de santé que l'alcoolisme. Voilà, que cette dépendance plutôt. Parce qu'avant, c'est un alcoolisme festif, on est avec les autres, ça désinhibe, Voilà. ça fait du bien, ça donne de la confiance. Et puis, ça devient tellement inconfortable de ne plus avoir sa dose dans son corps que Voilà. finalement, on finit par boire tout seul. C'est ça. Voilà, oui, on finit par boire tout seul. Et c'est insidieux, c'est une maladie insidieuse parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce cap qu'on franchit. C'est vrai, d'accord. Moi, je m'en aperçois, enfin, avec le recul, j'ai dit, ah, ça a été à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je parle de 2 ans. C'est-à-dire, je me suis fait faire soigner, j'avais 40 ans. À 38 ans, j'ai commencé à vraiment ne plus avoir envie de travailler, plus rien, mais je me suis pas préoccupé de ça. Et là, j'ai franchi le cap, c'est-à-dire que je ne sortais plus. Quand ma compagne était invitée, elle dit on l'invite à tel endroit, elle me disait toujours j'espère que tu vas bien te tenir ou tu vas pas boire avant parce que je ne buvais jamais devant les gens avec excès, mais je buvais avant et après. Donc j'avais quand même ma dose avant de. Tout était calculé. Si on partait dans la famille, on avait 2 heures de route, j'avais une bouteille dans mon sac. Ben oui, forcément, sinon tu étais en manque. Voilà. Et pour pas s'arrêter. Et quand tu étais en manque, qu'est-ce qui se passait pour toi alors, du coup? Eh bien, je ne parlais plus, quasiment plus. Je n'avais pas de. Disons que j'étais pas violent, ni coléreux, ni rien. Des manifestations dans ton corps, il y avait des tremblements? Non, des tremblements, non, mais bon, j'avais les mains souvent croisées, comme ça, les doigts croisés, et souvent à tapoter sur la table ou sur quelque chose. Et puis je m'éclipsais. Je trouvais une excuse pour sortir de table ou pour sortir, pour aller dehors, voilà. Donc, ce qui était festif à l'époque, c'est vrai, je me rappelle de certaines jolies fêtes, hein, jusqu'à 30, 35 ans. J'ai très bons souvenirs. Et puis, il y a cette période-là. Je veux dire, c'est-à-dire donc, après 10 années de consommation quotidienne. Quotidienne et outrancière. Hein. Parce que moi, je peux dire que je buvais minimum 15 ricards par jour. Hein. Et je ne compte pas ce qu'il y avait à côté. C'est-à-dire, la soif était prétexte à boire une bière, manger était prétexte à boire du vin, et un bon repas était prétexte à boire un digestif. Donc, tout était lié à l'alcool, en fin de compte. Et je ne me rendais pas compte du danger non plus, parce que je travaillais dans une cuisine où il y a friteuse, trancheur, couteau, flamme, voilà. Et je remercie Dieu ou chien Dieu pour les alcooliques. À l'époque, il m'est jamais arrivé d'accident fâcheux, quoi. Et qui m'est vraiment handicapé ou quoi. Mais voilà. Et moi, ce que je veux dire, c'est que surtout aux gens qui sont dans ma situation, que dès qu'on sent que c'est pas faire du zèle au niveau de l'hygiène ou voilà, on peut faire la fête, mais l'alcool doit rester à sa place. C'est-à-dire, c'est un élément de convivialité. Et puis voilà, il doit rester là. Mais on t'aurait dit ça, toi, à ce moment-là? Tu l'aurais écouté? Tu l'aurais entendu? Assez tôt, oui. Quand tu étais jeune? Oui, voilà, quand j'étais plus jeune. Mais quand j'étais arrivé quand je travaillais dans la restauration et surtout plus tard,
même quand j'ai arrêté la restauration 10 ans plus tard, non, 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 parce que je ne l'écoutais pas. Non. Enfin, je l'entendais, Ouais. mais voilà. C'était plus fort que toi, en fait. Ouais, oui, voilà. La dépendance était là. Et du coup, c'est vraiment parce que tu as craint perdre ta femme? C'était quoi l'élément déclencheur? Moi, j'ai eu, bon, certains peuvent se moquer, j'ai eu un jour un déclic, un flash. Je me suis regardé dans le miroir parce qu'on me faisait, surtout ma compagne me critiquait souvent sur mes tenues vestimentaires. Je me rasais très rarement. Elle me disait du genre tu pues, t'es sale, tu ressembles à rien, un truc comme ça. Puis un jour, je dis pourquoi elle me dit ça et tout. Et puis je me regarde dans un miroir et je pense que 2 ou 3 jours auparavant, j'avais feuilleté des albums photos. Et je m'étais revu une dizaine d'années avant. C'est-à-dire le jeune homme pimpant, toujours bien sapé, qui avait des titres qui représentaient quelque chose pour les autres, mais quelque chose de valorisant, de bien. Et là, j'ai dit, au fait, c'est vrai, tu ressembles. C'est rien. Et puis, j'ai dit, et puis je me dis, qui te parle? T'as plus de copains? T'as même plus les piliers de comptoir comme toi parce que tu n'y vas plus au comptoir. Donc, t'as plus personne avec qui dialoguer. Tu mens à tout le monde. Tu accumules les dettes. Ta famille a honte de toi. Il n'y a que toi qui crois en toi. Mais ça n'avait pas vraiment suffi. Mais j'ai eu quand même à un moment, j'ai eu peur. Tu vas te retrouver tout seul. Ça a été un premier déclic. Oui, là, un premier déclic. Voilà. Et après, le médecin qui t'a… Alors, du coup, dans ce livre, parce que tu as écrit 2 livres, hein, le premier, voilà, le premier, il raconte tout ce que tu viens de raconter. Celui-là raconte comment tu t'en es sorti, quoi, en fait. Donc, vraiment, si vous êtes dans cette situation, si vous accompagnez des personnes dans cette dépendance, je pense que c'est intéressant parce que ça donne de l'espoir. Même si c'est difficile, franchement, c'est vrai que je tire mon chapeau à Christine parce que c'est beau, quoi. Elle a toujours été là, même si… Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit, moi, on me dit, c'est chouette, c'est vraiment grand. Même quand je suis à des salons du livre et tout, on me dit, c'est vraiment formidable ce que vous avez fait. J'ai dit, mais bon, je ne l'ai pas fait tout seul. Je dis, il y a eu un leitmotiv, il y a eu quelque chose. Oui, mais en même temps, c'est parce que tu as réagi, parce que tu vois, y a bien des femmes qui vont essayer de faire réagir l'homme et qu'il ne réagit pas. Enfin, ça peut être dans l'autre sens, hein, dans le couple, et qu'il n'y a pas le répondant. Et toi, tu as quand même, à un moment… En fin de compte, j'ai eu peur de perdre ce que j'aimais. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais ma compagne, j'aimais ma famille plus que l'alcool. Voilà. Le déclenchement, il a été là. Je dis, c'est un choix. Tu vas mourir peut-être bientôt, parce que j'avais conscience que mon état de mes analyses n'était jamais bonne quand je voulais les faire. Et voilà. Donc, je me suis dit, voilà, tu vas tout perdre. Et qu'est-ce que tu auras à la fin, quoi. Tandis que là, si tu y vas maintenant, et c'est souvent ce qu'on me disait, tu as déjà un pied dans la tombe, et tu as l'autre à côté, et puis est prêt à le rejoindre. Et donc, je me suis dit, bon, il faut y aller. Et moi, ce que je veux dire aux gens qui sont dans cette situation, c'est que c'est faisable. Il faut de la volonté, c'est sûr, et du courage, et ne pas avoir honte de demander de l'aide. Quand on sent qu'on ne peut pas, moi, c'est ce que j'ai eu tort de faire. Enfin, je l'ai fait trop tard. Quand j'ai demandé, enfin trop tard, je l'ai fait très tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, mais je veux dire que moi, je ne suis pas un surhomme. Alors, si moi, j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Tu dis trop tard avec le recul, parce que tu te dis que tu as raté quelques années. Parce que actuellement, je me lève très tôt. Et je ne me couche pas très tard, mais je me lève très tôt, hiver, été comme hiver, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Je sais qu'on ne rattrape pas le temps qu'on a perdu, mais j'ai 1000 choses que j'ai, maintenant que je suis redevenu lucide et que ma santé me le permet, j'ai envie de faire 1000 choses que je n'avais jamais fait. J'aimais pas le jardinage, je l'aime.
bon, j'ai écrire, j'ai toujours aimé ça, mais bon, j'ai retrouvé. Et on retrouve, quand on redevient lucide, on retrouve des choses que c'est hallucinant. Ouais. On se dit. C'est une renaissance, hein, en fait. Voilà, oui. C'est pour ça que le premier livre s'est appelé Chronique d'une résurrection, pardon. Ouais. Parce que après les soins, bon, mais soucis, parce que la dépendance est tellement présente à un certain moment qu'il m'a fallu encore 6 mois après les soins pour avoir un autre déclic, pour dire que c'est fini. Et ça fait 17 ans aujourd'hui. Et moi, je peux dire que j'ai une cave chez moi. Il y a un bar. Que souvent, les soirées ou les repas animés, je suis le seul à ne pas boire d'alcool. Et ça ne me fait rien du tout. Et ce qui est très plaisant, c'est de pouvoir rire, pour moi, de pouvoir rire et de plaisanter sans avoir besoin de m'amuser sans alcool. Ouais. Voilà, sans alcool, sans être obligé de boire un coup, comme on dit. Maintenant, je suis heureux de recevoir les gens, d'offrir un bon vin avec un bon fromage, une coupe de champagne avec un bon gâteau. Et personne ne sort de chez moi ivre, mais tout le monde est content parce qu'il y avait une gêne au début. Ouais, je comprends. Et alors, cette étape de soins, finalement, ça a duré 3 mois dans un hôpital? 3 mois parce qu'il y a eu une attente, c'est-à-dire que moi, j'ai fait 1 mois de pré-sevrage dans un hôpital, un établissement hospitalier normal, quoi, basique. Ensuite, on m'a demandé de choisir un endroit où je voulais poursuivre ces soins-là, donc la désintoxication. Et on m'a proposé plein d'endroits autour de chez moi. Et comme cela, au bout d'1 mois de sevrage, quand même, ça allait déjà bien. Quand la chef de service m'a posé la question, m'a proposé plein d'endroits, j'ai dit donnez-moi un endroit où on ne pourra ni venir me voir, ni me plaindre. Ouais, d'accord. Et donc, c'était un endroit vraiment spécialisé pour oui, spécialisé. Et ce que je comprends, c'est que c'était hyper strict, quoi, en fait. Hein. C'est pas une prison, mais c'était hyper strict. Mais moi, j'ai toujours dit que c'était pas une prison. On était très bien surveillés, mais on n'avait pas l'impression d'être en prison. Ouais. C'était bienveillant, mais en fait, il fallait vraiment pas déroger parce que dans ton livre, tu parles d'un. Ah oui. Mais moi, j'ai connu des gens qui étaient là, qui 2 ou 3 jours avant de la libération, comme le jour de libération, qui étaient renvoyés parce qu'ils avaient été surpris à boire de l'alcool ou et n'avaient pas été patients ou parce qu'ils avaient s'ils avaient l'intention de reboire en sortant, c'était leur problème. Ouais. Mais c'est surtout que moi, ce que je dis, c'est quand on va dans ce genre d'établissement de soins, moi, j'ai franchi la porte 2 fois. Le jour où je suis arrivé et le jour où je suis rentré chez moi. Parce qu'on avait le droit de se promener en ville et tout ça. Et puis, on avait le droit pas le premier week-end, mais les 2 week-ends qui ont suivi, on avait le droit de partir en permission le week-end avec son traitement. D'accord. Et moi, ça, je l'ai refusé parce que je ne me sentais pas assez fort. Pas prêt. Voilà, je n'étais pas prêt pour le faire. Mais c'était un établissement vraiment moi, j'en mets 20 partout. 20 ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut cette rigueur parce que dès qu'il y a un petit laisser-aller, on peut reglisser dans ça. Voilà. Et ce qui était bien, c'est que tout le personnel, je parle de la femme de ménage jusqu'au psy, ils étaient au top, quoi. Je veux dire, ils connaissaient leur truc, quoi. C'était vraiment le psy chapeau. Pourtant, moi, je m'en suis moqué souvent. Mais voilà, mais même la femme de ménage, toujours un mot gentil et jamais on m'a prononcé le mot alcoolique. Oui, et puis on se sentait, il n'y a pas de sentiment, on ne se sent pas dénigré, on ne se sent pas. Non, c'était. En plus, moi, je dis ma promo parce que c'est ma promo parce qu'on était 24 à être arrivés quasiment en même temps. J'ai dit, il y a des liens qui se sont tissés entre les gens et pourtant ça partait il y en avait qui avaient 22 ou 23 ans jusque la mamie à l'époque elle appelait la mamie parce que c'était la plus âgée, elle avait 63 ou 64 ans qui était tombée dans l'alcoolisme parce qu'elle avait perdu, voilà, elle c'était différent, un petit-fils qui était décédé d'un accident de moto et voilà, mais tout, même il n'y avait pas même de la part des infirmiers, on nous rabaissait jamais. Et puis c'est rare qu'on employait ce terme alcoolique.
Ce terme, il fallait le prononcer, le dire au psy. Et moi, j'ai mis 10 jours pour le dire. Oui, et alors, du coup, ça a été 3 mois dans cet établissement-là? Non, non. Là, après, c'était quasiment un mois. Parce que j'ai attendu, j'étais en maison de soins, j'ai 1 mois de sevrage. Ensuite, j'étais en maison de repos, comme on dit, parce que l'endroit où je suis allé, les demandes étaient importantes, parce qu'il y avait des gens qui venaient de l'étranger même se faire soigner là. Et dès qu'il y a eu une place libre, donc j'ai attendu 1 mois pour avoir cette place. C'est pour ça que je dis 3 mois. En gros, je suis rentré, enfin, j'ai commencé mon sevrage le 27 janvier 2005 et je suis sorti du centre le 12 avril 2005. Voilà. Ouais, disons. C'est court en même temps, hein, je trouve. Oui, oui, en même temps, c'est court. Et en fait, c'est vrai que ce que tu racontes dans ton livre, c'est que quand tu ressors, tu croyais que ça y est, tu allais être accueilli comme un messie parce que tu avais fait tout ce travail. Et en fait, il a fallu faire ses preuves, quoi, quelque part. Oui, oui, voilà. C'est pour ça que je dis à la fin du livre aussi que ce n'est pas une finalité en soi. Ouais, c'est que finalement, avec le recul, j'ai dit que j'ai accompli quelque chose de normal. Et qu'est-ce que tu dirais aux accompagnants? Parce qu'en fait, être alcoolique, c'est une chose. Hein, c'est vrai qu'on se sent, on se sent, comment dire, peut-être isolé. On s'isole soi-même. On a l'impression que les autres ils sont méchants avec nous, etc. Parce qu'il y a du déni. Mais les gens qui entourent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que je trouve que c'est difficile. Ah oui, oui, c'est très difficile. Hein, c'est très difficile parce que c'est vrai qu'il y a des réactions différentes selon les personnes qui sont atteintes de ces maux-là. Mais je veux dire que surtout, les cris et les insultes ne servent à rien. Ouais. Ça c'est voué à l'échec total. Je ne dis pas qu'il faut cautionner, qu'il faut être gentil et tout. Il faut avoir des paroles fermes, mais pas insulter ni crier. Par contre, et je ne sais pas menacer, mais par contre de dire si tu continues, par exemple, je vais finir par partir. Oui. Et malheureusement, il y a certains, moi j'en connais certains, ça a marché parce qu'ils sont vraiment partis pendant quelques temps. Et c'est la personne qui était alcoolique qui a rappelé au secours. Mais après, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut se diriger tout de suite vers un professionnel de santé. Ouais. Voilà. Je crois que le plus simple, c'est ça. Et surtout, les maisons de soins, il ne faut pas se jeter, je pense, sur la première. Il faut bien. Ça peut être que la personne, hein, parce que même l'entourage, ils ne peuvent pas obliger la personne à. Ah oui, oui, oui. Mais moi, de toute façon, l'essentiel, hein, quand je dis il ne faut pas crier, il ne faut pas insulter, ni rien, je dis surtout c'est que c'est la personne concernée qui est maître de son destin. C'est ça qui est. On le sait bien, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est là où c'est peut-être le plus compliqué, c'est de savoir prendre la bonne décision au bon moment. Mais il n'y a pas de recette en fait. Non, non, non. Parce que moi, il y a quelque chose qui, je peux dire que par contre, pour faire peur, peut-être un peu aux gens qui hésitent encore à aller se faire soigner, c'est qu'il y a une nouvelle étude qui est parue aux États-Unis, une réunion de scientifiques du monde entier, qui a classé la dépendance alcoolique au-dessus de la dépendance aux substances, aux autres drogues. Donc, il est plus difficile de sortir de la dépendance alcoolique que des stupéfiants et autres. Moi, je crois comprendre pourquoi, parce que ça peut faire partie du quotidien de la personne, que la drogue, à la limite, on n'en a pas quand on mange, tout le monde n'en a pas, je veux dire. Oui. Même si ça fait partie de certains cercles de festifs, mais l'alcool, c'est partout, c'est à tout moment, c'est dès qu'on arrose quelque chose, il y a de l'alcool. Enfin, oui, parce que à ce même congrès, ils ont dit que les données les plus récentes expliquaient la génétique. Il y a la génétique aussi qui est à 50%, qui est à 50% rentré responsable de cette dépendance, mais que les comportements acquis
sociaux et familiaux peuvent plonger certaines personnes qui n'étaient pas sujettes voilà. Et j'ai une amie une amie très chère qui a acheté mes livres et qui, son père m'en a parlé après. Son père était dans cette situation-là. Il avait ce qu'on appelait à l'époque l'alcool festif. Donc pour les gens, ce n'était pas voilà. Un problème, parce voilà. qu'il était gay. J'avais envie de lire la fin de ton livre, là, parce que je trouvais que c'était beau. Je vais le lire. Amis lecteurs, si vous êtes confrontés personnellement à cette maladie, sachez qu'aucune porte n'est infranchissable quand on s'emploie à l'ouvrir. Peut-être faut-il la forcer un tantinet. L'alcoolisme n'est ni une tare ni une fatalité, c'est une maladie. Moi, je dis que c'est une forme d'égarement, un moment de faiblesse, comme le corps en a lorsque l'on est atteint d'un quelconque virus. Alors, vu qu'une guérison est envisageable, il faut y croire. Et s'il faut un peu de chance pour agrémenter le tout, sachez la provoquer, vous en serez récompensé. Je conclurai en disant que j'ai mis un terme à presque 20 ans de règne tyrannique de l'alcool sur mon existence, que ma courbe de vie s'est inversée positivement. J'ai trouvé ça chouette. Alors soyez confiants car cela est réalisable, j'en suis la preuve qu'affranchi de cette néfaste servitude, on goûte le bonheur sans modération. Je trouvais ça beau. Oui, parce que moi, ce que je dirais, peut-être pour terminer, c'est que les gens qui sont dans cette situation doivent, et ça aide à faire le premier pas, de se dire que c'est une maladie. On va voir un professionnel de santé parce qu'on a cette maladie. Pas parce qu'il ne faut pas avoir honte. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais il faut le dire quand même, parce que c'est vrai. Voilà. Mais te dire, je vais me faire soigner. Voilà. Parce que moi, je dis ça parce que j'en ai été victime. Hein. Il y a plein de gens là où j'habite qui m'ont connu très jeune, qui ont connu ma famille, qui ont connu mon père, mon grand-père. Enfin, voilà. Et qui disaient, oh, ça ressemble pas, tu ressembles pas à un Brice. Parce qu'il n'y en a aucun qui était comme ça, qui était un petit bandit ou un alcoolo ou un truc. Voilà, mais moi j'ai eu droit à ça. C'est pour ça que pour moi, c'était vraiment la honte, c'était la tare. J'étais la tare de la famille et tout ça. Et moi, je l'ai compris, peut-être pas de suite, mais je peux vous dire que c'est la vérité. C'est quand le psy me l'a dit. Le jour où je lui ai avoué que j'ai dit, chaque jour, il me convoquait, il me disait, tu n'as pas quelque chose à me dire. Et au bout de 10 jours, je lui ai dit, si, docteur, je suis alcoolique. Ah, il m'a dit, enfin, alléluia, il m'a dit. Ah ouais, c'est fou. Ta guérison commence aujourd'hui. D'accord. Tu viens de reconnaître. Et à partir du moment où tu viens de reconnaître que tu es malade, on va t'aider à te soigner. Ouais. Voilà. Et puis ce que je comprends aussi, c'est que, en fait, bon, tu as vécu ça, ça n'a certainement pas été facile, mais maintenant, j'ai l'impression que tu vois la vie avec tellement de, comment dire, tu es émerveillé, en fait, par tout ce que oui, oui. Je dis que, c'est pour ça que quelque part dans le livre, je dis aussi que ma vie, elle est merveilleuse maintenant. Parce qu'il y a plein de choses que je fais. Bon, parce que, entre autres, les gens parlent pas dans le livre. J'ai eu un accident de la route en 1994, et je pense que, bon, c'est pas de ma faute. Hein, mais cet accident m'a renversé et j'ai été laissé comme mort sur le bord de la route. Donc, suite à cet accident, j'ai eu un petit handicap. Et quand si j'avais pas bu, je sais que dans mes analyses, c'est pas à cause de moi, mais si j'avais pas bu, peut-être que j'aurais été plus vigilant. Oui, de toute façon. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est surtout qu'il faut y croire, quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut y croire. Tu as réussi, donc voilà, tu veux vraiment donner cette parole. Voilà, oui. Parce qu'après, c'est super parce qu'on fait plein de choses qu'on ne se croyait pas capable de faire. Ouais, bravo. Parce qu'il faut dire que quand on est alcoolique, on a des ornières. Hein, donc, on ne voit pas grand-chose. Hein, alors que tout ce qu'il y a autour de nous, moi-même, quand il ne fait pas beau, ben, je suis heureux parce que voilà. Parce qu'il y a quand même des choses à faire. C'est super. Merci beaucoup. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre. On peut l'acheter dans toutes les librairies. Ah non. C'est où faut me contacter à moi sur mon compte Facebook.
Voilà. Facebook. Donc, on va le mettre sur la Même vidéo. en message sur Eric Bouyx sur Facebook. D'accord. Parce que, bon, ou c'est moi qui les vends, ou ma maison d'édition, donc pour que je mette en contact avec ma maison d'édition. D'accord. Ben, écoute, on va mettre ça sous la vidéo et puis comme ça, les gens pourront te contacter. Merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage. Merci, Chantal. Ouais, c'est chouette. Et je peux dire aux gens, suivez Chantal Blanchouin. Elle peut vous renseigner sur beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que sur ma chaîne, effectivement, il y a plein de belles personnes. Merci, Eric. Avec plaisir. À bientôt. Je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Je trouve que c'est un témoignage tellement important et de se dire que quel que soit notre parcours, quand on arrive à prendre de la distance, du recul, c'est toujours des pépites parce que en fait, on apprend beaucoup sur soi, encore la connaissance de soi, et on peut aider les autres à mieux se connaître et à se dire que c'est possible. Donc surtout, ne pas hésiter à se faire aider, se faire accompagner, parce que tout seul, c'est pas possible. En fait, pour moi, on est tous un puzzle, on s'imbrique, et que si chacun prend sa place, eh bien, on peut s'aider les uns les autres. C'est vraiment comme ça que je vois l'humanité. Et donc, c'est important de mieux se connaître pour réussir à prendre sa vraie place, sa juste place, et pouvoir aider l'autre, témoigner. On ne sait pas comment tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ce sont des petites graines qu'on sème. On ne sait pas où est-ce qu'elles vont germer, mais c'est hyper important, en tout cas, d'exprimer, et Eric le fait très très bien, et j'avoue que son authenticité, sa simplicité me touche beaucoup, et j'espère que ça sera de même pour vous. Donc, si cette vidéo t'a plu, partage-la. Je sais que ça concerne énormément de personnes, donc surtout ne pas se priver et partager un maximum cette vidéo. Likez, parce que sur YouTube, vous savez, pour qu'on soit référencé et qu'on nous retrouve plus facilement, eh bien, les likes sont importants. Donc, j'ai besoin de ça aussi. Puis si vous en avez l'envie, eh bien, n'hésitez pas à participer à ma cagnotte pour me soutenir dans cette diffusion de contenu gratuit. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une autre belle rencontre. Et bien, prenez soin de vous. Souvenez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Au revoir, à bientôt.